Pour la majeure partie de sa vie, Bob Dylan a choisi le silence comme armure face à ceux qui l'ont blessé, laissant les critiques s'exprimer, les amis s'éloigner, et les rivaux réécrire l'histoire à leur convenance. Il a traversé des décennies de gloire, de controverses et de réinventions, préférant souvent répondre par des chansons énigmatiques ou un mutisme calculé plutôt que par des confrontations publiques. Mais à 83 ans, en 2025, quelque chose semble avoir changé dans l'âme de ce poète insaisissable. Pour la première fois, Dylan brise ce silence, non pas avec fracas, mais avec une précision froide, presque chirurgicale, en nommant ceux qui, selon lui, l'ont trahi. Parmi ces noms, certains étaient autrefois ses héros, des figures qu'il admirait, avec qui il a partagé des scènes, des idéaux, et même des amitiés. Ces révélations, livrées avec une retenue qui contraste avec la violence des émotions qu'elles trahissent, jettent une lumière nouvelle sur l'homme derrière le mythe, un homme qui a porté ses blessures en silence pendant des décennies. Paul McCartney et Bob Dylan n'étaient pas destinés à être des rivaux. Ils étaient les architectes de deux empires musicaux distincts, chacun maître dans son domaine. McCartney, avec ses mélodies limpides, son optimisme éternel et son charme universel, incarnait une pop accessible qui faisait vibrer des stades entiers. Dylan, avec ses métaphores embrouillées, sa colère sacrée et son refus des conventions, parlait à une autre âme, celle d'un monde en quête de vérité brute. Les Beatles chantaient ce que le public voulait entendre, des hymnes d'amour et d'espoir. Dylan, lui, chantait ce que le monde ne savait pas encore qu'il avait besoin d'entendre, des vérités inconfortables enveloppées dans des images poétiques. Leur chemin, bien que parallèle, n'était pas fait pour se croiser souvent, mais lorsqu'ils le firent, la tension entre leur style et leurs égos devint palpable, impossible à ignorer. Leur première rencontre significative a lieu en août 1964, dans une chambre d'hôtel à New York, un moment entré dans la légende de la musique. Dylan, déjà une figure influente du folk, introduit les Beatles à la marijuana, croyant à tort que les paroles de You Want to Hold Your Hand contenaient une référence à I Get High, au lieu de I Can't Eat. Cette nuit-là, marquée par des rires, des volutes de fumée et une camaraderie naissante, devient un tournant non seulement pour leur relation, mais aussi pour l'évolution musicale des Beatles. John Lennon et Paul McCartney créditeront plus tard Dylan pour les avoir inspirés à dépasser la pop sucrée de leur début, les poussant vers une écriture plus introspective, comme en témoignent des albums comme Rubber Soul et Revolver. Pour Dylan, le respect envers les Beatles était réel, mais complexe, teinté d'une admiration particulière pour Lennon. Lennon avait du tranchant, dira-t-il un jour. Il était chaotique, mordant, imprévisible, et j'aimais ça. McCartney, en revanche, représentait autre chose, un homme gracieux, diplomate, toujours maître de lui, souriant pour les caméras et serrant toutes les mains. Ce vernis, cette perfection polie, inspirait à Dylan une méfiance instinctive. Lui, qui avait quitté un concert après avoir lu un nom sur un bout de papier, ne faisait pas confiance à ce genre de façade. Pendant un temps, l'admiration était réciproque. Dans les années 70, McCartney parlait de Dylan avec chaleur, le qualifiant de barde de notre génération dans des interviews. Dylan, de son côté, reconnaissait le talent de McCartney, le décrivant comme un mélodiste incroyable. Mais au fil des décennies, leurs différences de style, de philosophie, de personnalité se transformèrent en une distance croissante. À la fin des années 70 et au début des années 80, Dylan traverse une période sombre, marquée par des albums comme Shot of Love et Empire Burlesque, où il redéfinit son son, explore une imagerie chrétienne et s'éloigne des structures pop conventionnelles pour se rapprocher d'une prose introspective. Ses œuvres, bien que saluées par certains comme des chefs-d'œuvre, déconcertent les critiques et aliènent une partie de son public. Pendant ce temps, McCartney domine les classements avec des chansons entraînantes, collabore avec des stars comme Michael Jackson, et reste fermement ancré dans les faveurs du grand public. Puis, en 1987, un incident scelle la fracture. Lors d'une interview apparemment anodine, on demande à McCartney ce qu'il pense des œuvres récentes de Dylan. Sa réponse, prononcée sans méchanceté apparente mais avec une pointe de condescendance, frappe Dylan comme une lame. Je ne pense pas qu'il écrive encore des chansons dont les gens se souviennent. Ces mots, bien que dits sans animosité, résonnent comme une dismissale brutale du travail de Dylan, de chansons comme Every Grain of Sand ou Dark Isle, imprégnées de solitude, de foi et de réflexion sur la condition humaine. Pour Dylan, qui écrivait non pas pour les hit-parades mais pour exorciser ses démons intérieurs, cette remarque est une trahison. Elle ne déclenche pas une colère publique, mais quelque chose de plus profond, de plus douloureux, un silence glacial. Quelques jours plus tard, un projet de performance conjointe, organisé par un promoteur commun, est annulé sans explication. Dylan aurait confié à un ami. Paul écrit des lettres d'amour, moi j'écris des cicatrices. Cette phrase, lapidaire et poétique, encapsulait la blessure infligée par McCartney, un homme qu'il respectait mais dont il ne pouvait plus supporter le jugement. Dans les années qui suivent, Dylan évoque Lennon et George Harrison dans ses interviews,
louant leur authenticité et leur contribution. Mais McCartney est relégué à l'arrière-plan, jamais insulté, mais soigneusement effacé. Même lorsqu'on lui demande directement l'impact des Beatles, Dylan esquive le nom de McCartney, laissant son silence parler pour lui. Leurs rencontres ultérieures, galas, concerts hommages, événements caritatifs sont marqués par une politesse de façade, des sourires pour les caméras, mais un froid perceptible dans les regards. Pour le public, il n'y a pas de querelle officielle, mais dans l'univers de Dylan, où les blessures se mesurent non pas en gros titres mais en absence, McCartney est devenu une ombre, un nom rayé de l'histoire qu'il raconte. Aux yeux du public, Eric Clapton et Bob Dylan semblaient être des âmes sœurs musicales, des artistes dont les chemins se croisaient dans un respect mutuel. Clapton, maître du blues, qualifiait Dylan de plus grand poète de notre époque, tandis que Dylan louait la virtuosité de Clapton, son instinct brut et sa capacité à faire chanter la guitare comme une extension de l'âme. Ils partageaient des scènes, échangeaient des couplets, et participaient à des jam sessions improvisées dont les enregistrements pirates sont encore chéris par les fans. Mais derrière cette camaraderie apparente se cachait une blessure profonde, une fracture qui ne s'est jamais refermée. Tout commence à la fin des années 1970, alors que Dylan entre dans l'une des phases les plus audacieuses et personnelles de sa carrière. Avec des albums comme Slow Train Coming, il explore des thèmes spirituels, Dieu, le péché, la rédemption qui divise son public. Pour certains, il s'est égaré, pour d'autres, il a touché une vérité plus profonde. Clapton, alors au sommet de sa carrière solo, ne mâche pas ses mots. Lors d'une session d'enregistrement avec un producteur commun, après quelques vers, il aurait déclaré que Dylan décrochait, qu'il avait perdu son tranchant et que la couronne du rock poétique avait besoin d'un nouvel héritier, sous-entendant, avec une assurance tranquille, qu'il pourrait être cet héritier. Ces mots, rapportés à Dylan, ne provoquent pas une explosion de colère, mais un silence glacial, une réponse bien plus cinglante dans l'univers de Dylan. Il annule une session prévue avec Clapton sans explication, et ce geste marque le début d'une distance irréversible. Pour Dylan, Clapton n'était pas seulement un guitariste talentueux, mais un écrivain de mots, un artiste qui comprenait le poids d'une phrase. Entendre cet homme, qu'il considérait comme un père, réduire son travail à une perte de pertinence est une trahison personnelle. Clapton était un gentleman en surface, mais calculateur en profondeur, aurait-il confié à un proche, révélant une méfiance envers ce qu'il percevait comme une duplicité. Dans les années suivantes, Clapton continue de parler de Dylan avec respect dans les interviews, mais Dylan, lui, efface son nom. Dans ses mémoires, ses discours, ses hommages à d'autres artistes, Clapton devient un fantôme, absent de l'histoire que Dylan choisit de raconter. Cette absence n'est pas une coïncidence, c'est une punition, un rejet silencieux qui dit plus que n'importe quelle dispute publique. Il fut un temps où Joan Baez et Bob Dylan partageaient la scène comme des âmes sœurs, leurs voix s'entremêlant dans une harmonie qui incarnait l'esprit des années 60. Ensemble, ils défilaient pour les droits civiques, chantaient dans des cafés enfumés et des amphithéâtres bondés, devenant les symboles d'un mouvement de protestation, de poésie et d'espoir. Mais cette alliance, aussi belle fut-elle, s'est fissurée lentement, rongée par des divergences philosophiques et des blessures personnelles. Au début des années 60, Baez, déjà une figure respectée du folk, prend Dylan sous son aile, l'invitant à partager ses scènes alors qu'il n'est encore qu'un jeune songwriter inconnu. Ce geste généreux contribue à propulser Dylan vers la gloire, ses chansons devenant des hymnes pour une génération. Mais en 1965, Dylan opère un virage radical, troquant sa guitare acoustique pour une électrique et ses chansons de protestation pour des textes surréalistes et introspectifs. Pour Dylan, c'est une évolution naturelle. Pour Baez, c'est une trahison de la cause. Baez ne cache pas sa déception. Dans des interviews, elle déclare que Dylan a tourné le dos au mouvement, suggérant que son changement de cap est égoïste, qu'il a abandonné sa mission de porte-voix des opprimés. Ces mots, bien que motivés par une conviction sincère, blessent Dylan profondément. Il ne répond pas publiquement, mais en privé. Il confie à des proches que Baez, qui connaissait ses doutes et ses luttes intérieures, a utilisé cette intimité contre lui. Pendant plus de 40 ans, Dylan refuse toute collaboration avec elle, malgré les appels des fans et les propositions des promoteurs. Lorsqu'on l'interroge sur Baez, il répond par une phrase énigmatique. Elle chantait pour le peuple, moi je chantais pour moi. Cette déclaration, à la fois personnelle et philosophique, révèle la profondeur de la blessure. Pour Dylan, Baez n'a pas seulement critiqué sa musique, elle a jugé son essence même. Bob Dylan admirait les artistes qui prenaient des risques, qui brisaient les conventions et forgeaient des sons nouveaux à partir du chaos. Peu incarnaient cette audace aussi pleinement que Lou Reed, leader du Velvet Underground, dont les chansons brutes et littéraires ont redéfini le rock. Mais cette admiration s'est transformée en amertume lorsque Reed, dans une interview de 1974, qualifie les paroles de Dylan de « fumée et miroir » et le traite de poète de pacotille. Ces mots, prononcés avec une désinvolture provocatrice, frappent Dylan comme une négation de son article. Pour lui,
Reed n'était pas un critique quelconque, mais un père, un artisan des mots qui aurait dû comprendre la sincérité de son travail. La réponse de Dylan est, une fois encore, le silence. Il efface Reed de son univers, ne mentionnant plus jamais son nom dans ses interviews, ses mémoires ou ses hommages. Lorsqu'un journaliste évoque Reed en 1990, Dylan répond avec un sourire froid. Qui? Ce simple mot, chargé de mépris, scelle le rejet définitif. Frank Zappa, avec son esprit incisif et son refus des conventions, était un provocateur génial, mais pour Dylan, ses critiques étaient cruelles. Tout au long des années 70 et 80, Zappa ridiculise la voix de Dylan, ses paroles et même ses fans, les qualifiant de « moutons lobotomisés ». Lors d'une soirée à Laurel Canyon, un ami tente de les réconcilier, mais Dylan refuse de tendre la main, quittant la pièce après une remarque sarcastique de Zappa. Pour Dylan, Zappa n'a pas seulement critiqué sa musique. Il a transformé son art en une blague publique, une humiliation que Dylan ne pardonne pas. À la mort de Zappa en 1993, Dylan reste silencieux, un silence qui parle plus fort que n'importe quel hommage. L'admiration de Dylan pour Leonard Cohen était profonde et sincère, mais elle s'est muée en un ressentiment silencieux. À la fin des années 60, alors que Dylan se retire après son accident de moto, Cohen émerge avec une poésie sombre et introspective qui semble occuper l'espace laissé vacant. Une remarque de Cohen, suggérant que les premières paroles de Dylan étaient juvéniles comparées à celles d'un poète mûr, blesse Dylan profondément. Il répond par une distance polie, évitant toute collaboration ou hommage chaleureux. À la mort de Cohen en 2016, Dylan livre un hommage bref et dénué d'émotion, une réponse qui trahit une déception ancienne. Michael Bloomfield, guitariste d'exception dont le talent brut et instinctif a marqué l'histoire de la musique, a joué un rôle central dans la création de l'album légendaire Highway 61 Revisited de Bob Dylan, sorti en 1965. Avec ses riffs audacieux et son approche novatrice de la guitare électrique, Bloomfield a apporté une énergie viscérale et une texture sonore inédite qui ont transformé la vision musicale de Dylan. Cet album, souvent considéré comme un tournant dans l'histoire du rock, a vu Dylan s'éloigner de ses racines folk acoustiques pour embrasser un son électrique audacieux, un virage qui a secoué le monde de la musique et redéfini les frontières du genre. Bloomfield, avec son jeu de guitare à la fois précis et passionné, a été l'un des artisans majeurs de cette révolution sonore, insufflant une vie nouvelle à des titres comme Like a Rolling Stone et Tombstone Blues. Son style, influencé par le blues de Chicago et les pionniers comme B.B. King, a donné à l'album une profondeur émotionnelle et une intensité qui ont captivé les auditeurs et influencé des générations de musiciens. Cependant, au fil des années, une tension croissante est apparue entre Dylan et Bloomfield, jetant une ombre sur leur collaboration autrefois fructueuse. Dans des interviews ultérieures, Bloomfield, fier de son rôle dans cette période charnière, n'a pas hésité à revendiquer une part significative du crédit pour la transformation électrique de Dylan. Il a parlé avec passion de son travail en studio, décrivant comment ses idées et son style ont façonné le son distinctif de Highway 61 Revisited. Ces déclarations, bien qu'honnêtes de son point de vue, ont été perçues par Dylan comme une tentative de s'approprier une révolution qu'il considérait comme la sienne. Profondément blessé par ce qu'il voyait comme une trahison, Dylan a réagi en effaçant progressivement Bloomfield de son récit personnel de cette époque. Dans ses interviews, ses mémoires et ses hommages publics, Dylan a rarement mentionné le guitariste, passant sous silence le rôle crucial qu'il avait joué. Même lorsque des journalistes ou des fans évoquaient Bloomfield, Dylan restait évasif, préférant mettre en avant sa propre vision artistique plutôt que de partager les projecteurs avec son ancien collaborateur. Cette rupture silencieuse s'est accentuée avec le temps, transformant une amitié autrefois chaleureuse en une distance froide et irréconciliable. Lorsque Michael Bloomfield est tragiquement décédé en 1981, à l'âge de 37 ans, des suites d'une overdose, Dylan n'a fait aucun commentaire public. Pas un mot, pas un hommage, pas une reconnaissance. Ce silence a choqué ceux qui connaissaient l'histoire de leur collaboration, et il a renforcé l'idée que Dylan, pour des raisons personnelles, avait choisi de reléguer Bloomfield à l'arrière-plan de son mythe. Pour beaucoup, ce choix semblait injuste. Bloomfield, dont le talent avait contribué à façonner un moment clé de la carrière de Dylan, était réduit à une simple note de bas de page dans l'histoire officielle du rock. Pourtant, pour les amateurs de musique et les historiens, le legs de Bloomfield reste indéniable. Son jeu de guitare continue de résonner dans les enregistrements de Highway 61 Revisited, un témoignage éternel de son génie et de son rôle dans l'une des plus grandes révolutions musicales du XXe siècle. Malgré cette brouille, l'héritage de Bloomfield ne se limite pas à son travail avec Dylan. Membre influent du Paul Butterfield Blues Band et plus tard leader de ses propres projets, comme l'Electric Flag, il a continué à explorer le blues et le rock avec une passion qui inspirait tous ceux qui l'écoutaient. Cependant, sa relation complexe avec Dylan reste une facette fascinante de son histoire, illustrant les tensions qui peuvent surgir entre des artistes visionnaires partageant un moment de création unique.
Alors que Dylan a construit sa légende en contrôlant soigneusement son récit, Bloomfield, par son honnêteté et sa franchise, a payé le prix d'une reconnaissance moindre, son nom souvent éclipsé par l'ombre imposante de son ancien ami. C'est cette Noah McCartney, Clapton, Baez, Reed, Zappa, Cohen, Bloomfield n'étaient pas des ennemis au départ. Ils étaient des amis, des collaborateurs, des muses. Mais leurs mots, leurs jugements, leurs trahisons, réelles ou perçues, ont brisé la confiance de Dylan. À 83 ans, il ne cherche pas à régler ses comptes avec fracas. Il ouvre simplement les archives, révélant calmement, précisément, les cicatrices qu'il a portées en silence. Lequel de ces noms vous surprend le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et pour plus d'histoires inédites sur les légendes de la musique, likez, abonnez-vous et activez la cloche.